égorgée, presque décapitée, poignardée à maintes reprises. C'est ainsi que le corps martyrisé de Bernadette, 67 ans, a été retrouvé sur la terrasse de sa villa par sa colocataire, Maria, le 28 juillet 2014. Mais qui a pu assassiner cette charmante retraitée, pleine de vie, et ce de façon si sauvage et brutale? Voici l'histoire de Bernadette. Alors nous sommes le 28 juillet 2014, nous sommes le matin, et Maria, comme d'habitude, vient prendre son petit déjeuner avec son amie et sa colocataire, Bernadette. Il est environ 7h, 7h30 du matin, mais Bernadette n'est pas encore arrivée sur la terrasse. C'est étrange parce que Bernadette, elle se lève tôt, et elle est toujours très ponctuelle avec sa copine. Alors, Maria, je vous explique un petit peu, c'est l'amie de Bernadette. Elle vit dans un studio qui est attenant à la villa. Elle n'est pas directement dans la villa, mais elles ont un jardin commun. Et tous les matins, depuis pas mal de temps maintenant, depuis presque un an, Maria et Bernadette ont l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble. Cependant, elle n'est toujours pas là. Maria commence à s'inquiéter et décide de faire le tour de la terrasse. Elle va aller voir où est Bernadette. Et lorsqu'elle s'approche de la porte-fenêtre de la chambre de Bernadette, elle découvre son amie par terre dans une mare de sang. C'est une vraie vision d'horreur. Elle n'a pas tellement le temps de détailler la scène parce qu'elle est sidérée, elle est horrifiée. Elle prévient immédiatement la gendarmerie qui arrive très rapidement sur les lieux du crime. Lorsque les gendarmes arrivent, là ils sont horrifiés. Pourtant ils ont l'habitude des scènes de crime terribles. Ils vont découvrir cette femme qui est à moitié nue dans son peignoir blanc. Elle a 2 plaies extrêmement profondes, une dans la gorge, si profonde que la tête ne tient presque plus. Elle a une autre plaie au niveau de la bouche. On découvre une dent sous Bernadette. Son nez est fracturé. Bref, c'est un corps martyrisé qui est plein de plaies. Et on va découvrir plus tard, lors de l'autopsie, qu'elle a des côtes qui ont été coupées, un poumon perforé, ainsi que son foie. Comme à chaque crime, la police va débuter l'enquête en analysant la scène de crime qui est immédiatement gelée. Donc la police, sur la scène de crime, va découvrir 2 départs de feu. Un qui se trouve vers la salle de bain et un autre vers la porte principale. On dirait que ça sent le piège. On dirait que quelqu'un a voulu faire sortir Bernadette de sa chambre. Ils vont découvrir également une bouteille remplie d'essence, ainsi qu'un arrosoir rempli d'essence. Ça ne fait plus aucun doute. On a essayé de faire sortir Bernadette de sa villa, plus exactement de sa chambre à coucher, et de la tuer. On va même supposer que l'agresseur se tenait derrière elle, parce qu'en fait, elle n'a aucun signe de défense. Elle a été surprise. En continuant d'analyser la scène de crime, on découvre un bouchon en plastique qui, notez-le bien, aura toute son importance lors de l'enquête. Voilà, la police a tout en main, elle a les éléments de la scène de crime, le corps va être autopsié, comme je vous l'ai dit, il a été martyrisé, son corps, et comme d'habitude, la police va commencer par une enquête de personnalité. Qui a pu s'en prendre à cette femme qui a 67 ans, qui a une vie banale, avec des amis? Donc on va étudier un petit peu sa vie. Alors, qui est Bernadette? On découvre qu'elle est veuve depuis 1 an, son mari est décédé d'un cancer, il était plus âgé qu'elle, c'était l'homme de sa vie, et puis elle a décidé, suite au décès de son mari, de venir s'installer sur la Côte d'Azur. Ah oui, il fait meilleur, donc elle loue une villa, et Maria, une amie, va habiter avec elle. Voilà. Alors, Bernadette, c'est une femme très joyeuse. Elle est drôle, elle a un caractère très agréable,
Elle pense qu'à rigoler, elle adore la vie, elle croque la vie à pleines dents, elle est extrêmement séduisante, elle aime sortir. Bernadette, elle a une âme d'adolescente. Elle est très jeune de caractère. Elle pète la forme, elle danse, elle chante. Ah, vraiment, c'est une femme incroyable. On aimerait vraiment la voir comme amie. Elle est solaire, elle est optimiste. Enfin, elle est très joyeuse. Et puis, Bernadette, on apprend également qu'elle est coquine. Elle aime bien s'amuser avec les hommes. Voilà, elle aime séduire. Comment on le sait? Eh bien, parce qu'on va étudier sa téléphonie. Mais oui, maintenant, il n'y a plus d'enquête qui se fait sans étude du téléphone. Et on s'aperçoit dans son téléphone qu'il y a des centaines et des centaines de SMS plus ou moins coquins, des photos plus ou moins coquines. Voilà, Bernadette, elle séduit. Et elle séduit des hommes plus jeunes qu'elle. Donc, c'est la vie de Bernadette. Bon, mais ceci dit, elle n'a pas d'ennemis. On ne comprend vraiment pas pourquoi on a assassiné cette femme tout à fait charmante de cette façon épouvantable. Alors, parmi toutes les conquêtes de Bernadette, il y en a une qui va attirer l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'Hervé Robineau, un homme de 44 ans. Et on découvre que le dit Hervé est le jardinier, voire ce qu'on appelle un factotum, l'homme à tout faire de la villa. Bon, Hervé est marié, bien sûr, il a 4 enfants et il a, en apparence, une vie de famille tranquille. Je dis bien en apparence. Et on apprend que Hervé est l'amant de Bernadette depuis 1 an environ. Les amis de Bernadette parlent d'une relation sentimentale. Au début, c'était un confident. Hervé s'est senti flatté d'être séduit par Bernadette parce que ce n'est pas le même monde, c'est pas le même milieu social. Elle est cultivée, elle sort, elle s'intéresse, elle va au musée, elle va aux expositions. Hervé, c'est pas du tout ça. C'est bon, voilà. Bon, on apprend que la liaison a débuté à peu près vers l'été 2013. Mais cette relation a évolué bizarrement. Ça devenait un petit peu tumultueux. Maria, sa copine, la colocataire de Bernadette, indique au policier qu'il avait un certain ascendant sur elle. Et parfois, mais il n'y a pas vraiment de preuves, il pouvait se montrer un petit peu violent et en tout cas, il prenait de plus en plus de place dans la vie de Bernadette. Donc, Hervé est interrogé très très rapidement sur sa liaison avec Bernadette. En tout cas, sur sa relation. Et il ne va pas nier, il va dire oui, on était amants. Mais c'était fini, je l'avais quitté. Parce que ma femme a découvert la liaison et ma femme m'a fait choisir entre Bernadette ou elle. Et bien sûr, j'ai choisi ma femme. Donc on va interroger également la femme d'Hervé, Pascal. Alors, Pascal, c'est une femme d'une 40aine d'années, assez fragile, qui a été malade, qui a été gravement malade. Elle a eu plusieurs cancers. Elle est chétive, elle est frêle, elle est effacée. Et la police découvre qu'elle travaillait aussi pour Bernadette. C'était une sorte de femme de ménage au début. Et puis la relation a évolué et elles sont devenues très amies. En effet, Bernadette, le cœur sur la main, elle offrait des bijoux à Pascal, des habits, elles allaient boire le thé ensemble, elles sortaient au restaurant. Enfin, c'était plus du tout une relation professionnelle, patron-employé. Ça avait viré à l'amitié. On apprend également que les 2 filles de Pascal et d'Hervé, Audrey et Roxane, âgées respectivement de 18 et de 20 ans, fréquentent elles aussi la maison. Bref, tout le monde profite de cette villa et des largesses de Bernadette. Ah oui, Bernadette, elle offre des cadeaux à tout le monde. Elle a même offert le permis de conduire à Roxane. Elle offre des restaurants, elles vont au spa. Bref, elles sont amies. Il y a vraiment un lien d'amitié. Mais Bernadette, elle demande beaucoup de choses aussi à cette famille. Par exemple,
elle a demandé à Hervé et à Pascal de l'accompagner en Suisse, faire des transactions financières, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en tout cas, c'est au cours de ce voyage qu'en mars 2014, Pascal a quand même des soupçons. Parce que, oui, Bernadette, c'est la maîtresse d'Hervé, mais en même temps, c'est l'amie de Pascal. Donc c'est un peu glauque comme situation, il est vrai. Voilà, c'est quand même pas très net. Et Pascal, elle finit par avoir des soupçons. Bah oui, on voit que Hervé, il se pomponne, il prend soin de lui. Voilà, physiquement, il change, hein, il commence à bien s'habiller. D'ailleurs, ses filles, elles le taquinent à ce propos. Elles l'appellent tu te prends pour un prince. Bon, aïe, quand on est amoureux ou quand on veut séduire, on fait attention à soi. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Alors Pascal, elle a, voilà, elle a des antennes, si vous voulez. Elle a une intuition féminine. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Bien, elle va fouiller dans le téléphone de son mari. C'est pas bien, vous me direz. Enfin, déjà, il avait qu'à pas le laisser traîner. Et en plus, sans jugement, il aurait dû peut-être faire un petit peu plus attention à sa liaison avec Bernadette. Et là, la pauvre Pascal, elle va tomber sur des SMS à caractère sexuel. Puis elle va voir des photos de sexe de son mari qu'il a envoyé à Bernadette. Ça, c'est franchement pas très malin. Pascal, quand elle découvre ça, elle est effondrée. Déjà qu'elle est malade, elle est fragile. Voilà, quand on a eu des cancers, elle est maigre, elle s'est fait opérer du dos, elle souffre. Boum, elle découvre que son mari la trompe avec son ami. Ah, là, ça va pas. C'est terrible pour elle. Son monde s'écroule. Alors, elle va exiger qu'il rompe avec Bernadette. Ce qu'il va faire. Et en plus, pour se venger un petit peu, elle va lui ordonner de raconter toute sa liaison avec tous les détails possibles à ses filles. Et même de lire les SMS qu'il s'envoyait. Voilà. Il faut que les filles sachent comment était leur père. Donc, Hervé, il va lire les SMS à ses enfants. C'est vraiment une situation complètement farfelue. Enfin, j'ai pas de mots pour décrire ça. C'est épouvantable. Pour tout le monde, c'est épouvantable. Pour Bernadette, qui est morte. Pour Pascal, qui a découvert que son mari la trompait. Et puis pour Hervé, qui va devant les filles parler de sa vie sexuelle. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Bon, donc, d'amie de la famille, cette Bernadette, elle va devenir détestée au plus haut point. Oh, alors pour la police, ça c'est du pain béni. Voilà, on a tous les ingrédients. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à savoir qui a tué parmi la femme, le mari ou les filles qui sont effondrées et qui défendent leur mère à 100%. Qui a bien pu faire le coup ? Voilà, la femme bafouée, le mari qui regrette ou les filles qui veulent venger leur mère ou tout le monde. Donc au début, cette famille a été convoquée pour un interrogatoire en bonne et due forme. Bon voilà, juste comme simple témoin, comme on dit. Voilà. Donc Hervé va expliquer qu'il a un alibi, car le soir de son crime, il était au restaurant, il a été chercher sa fille où travaille Roxane. Il était 23h à peu près. Il est rentré chez lui, il est rentré chez eux, quoi. Et il s'est couché, puis il a dormi. Bon, il avoue à demi-mot, enfin non, même pas à demi-mot, il avoue qu'il avait une liaison. Mais il la regrette, cette liaison, il la regrette horriblement, il en a honte. D'ailleurs, il est sous antidépresseur. Ben oui. Pascal, elle, elle avoue également qu'elles ont été très amies. Mais lorsqu'elle a appris et découvert la liaison, elle a carrément coupé les ponts avec Bernadette. Elle la déteste. Elle est choquée, elle est dégoûtée. Et elle vit très mal cette trahison. C'est horrible d'être trahie par son conjoint avec son ami. Il n'y a pas pire, quoi. Alors elle, elle est sous médicaments, elle souffre, je vous ai expliqué. Donc elle raconte qu'elle est toujours tous les soirs chez elle, elle se couche tôt.
Ah oui, elle se couche tôt, elle. Elle fait rien de ses soirées. On interroge également les filles. Audrey, elle raconte qu'elle est rentrée à 1h du matin. Oui, elle était au courant de la liaison. C'est dégueulasse ce qu'il a fait, mon père. Mais on le savait. Bon, et puis de toute façon, voilà, c'est entre adultes, hein. Nous, on n'a pas à s'en mêler. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai discuté avec ma sœur Roxane, qui était déjà là parce que mon père a été la récupérer à son travail. Voilà, donc en fait, tout le monde était là et tout le monde confirme que tout le monde était là. Bref, ça va pas très loin cet interrogatoire. Et puis on a même la preuve que tout le monde était là, puisqu'à 3h du matin, la mère, Pascal, elle est descendue dire aux filles qu'elle faisait trop de bruit et qu'elle devait aller se coucher maintenant. Voilà. Alors, Roxane, elle confirme la Libye, voilà, que tout le monde était à la maison. Mais seulement, elle va dire quelque chose un petit peu... pas tout à fait pareil que Audrey, qui dit que c'est sa mère qui est descendue leur dire de faire moins de bruit. Or, Roxane, elle va dire que c'est son père qui est descendu. Ouais, c'est son père qui leur a dit de faire moins de bruit. Ah, ça c'est louche. Ça, la police, ça lui met la puce à l'oreille. Elle dit rien, elle continue d'enquêter, mais ça c'est dans le cerveau des enquêteurs. Et puis, Roxane, elle parle avec un gendarme, parce que Roxane c'est une grande gueule, elle parle, elle affirme, voilà, personne ne la contrarie. Mais elle va dire, en gros, au gendarme qui ne lui demandait rien, elle va dire en substance, oh bah ça doit être dur de se faire décapiter. Waouh! Comment elle savait que Bernadette s'était fait à moitié décapiter? Parce que rien n'avait fuité chez les gendarmes. C'était une information tenue secrète. Personne n'a rien dit. Ouh, ça c'est bizarre, vraiment bizarre. Là, la police, elle est carrément en alerte rouge, hein. Mais très professionnelle, elle ne laisse rien transparaître. Mais cependant, elle va placer la famille sur écoute, en douce. Et puis dans cette enquête, comme je vous l'ai dit, on va étudier énormément la téléphonie. Donc la famille, elle est sur écoute, et en parallèle, on étudie les téléphones de toute cette famille. Et on découvre que le téléphone d'Hervé, il bornait bien chez lui le soir du crime. Mais que Audrey, à 3h du matin, elle a fait des selfies dans la chambre à coucher de son père, où il est censé dormir. Ça c'est louche. Comme dans le film, bizarre, vous avez dit bizarre. Et oui, du coup le père ne dormait pas, puisque sa fille faisait des photos dans sa chambre à coucher. Alors où était-il? Le téléphone de la mère maintenant. Le soir du crime et le lendemain matin, on s'aperçoit qu'il borne aux Issambres. Donc Pascal, elle a menti. Elle a dit qu'elle n'avait pas bougé de chez elle, qu'elle avait dormi. C'est faux, puisqu'il borne pas chez elle. Quant à Roxane, la fille aînée, c'est simple, son téléphone n'est pas localisable. Oula, cette famille-là, elle est sur la sellette. Cependant, ce sont que des faisceaux de présomption, on n'a aucune preuve, donc voilà, ils sont libres pour le moment. Le téléphone de Bernadette, il est également analysé. Et on va découvrir des centaines et des centaines de SMS, de photos, d'appels avec Hervé. Mais il y a quelque chose de fort étrange. C'est que lorsque le téléphone de Hervé va être également analysé, lui, il a tout effacé. Il n'y a plus rien, plus de photos, plus de messages. Sauf 2 messages vocaux que la police, bien évidemment, va écouter et où ils entendent que Bernadette, elle humilie Hervé, elle l'humilie ainsi que toute sa famille. Elle les traite de nazes, de moins que rien. Elle veut que l'argent qu'elle leur a prêté soit remboursé. Elle leur réclame tout. Bref, elle est très très désagréable avec Hervé et avec la famille. Alors pourquoi est-ce qu'il a gardé ces 2 messages? Ça c'est un mystère. Enfin, il s'est débarrassé de tout le reste. Et on découvre également sur le téléphone de Bernadette
qu'elle a appelé Pascal pendant au moins 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire pendant 10 minutes? C'est long, c'est très long. Eh bien, figurez-vous que les gendarmes, ils vont réussir à reconstituer les conversations parce que juste après avoir reçu cet appel, Pascal, elle a demandé des explications à son mari par SMS. Eh oui, on apprend que Bernadette, elle a tout dit à Pascal. Elle a raconté comment il faisait l'amour, elle a raconté la relation intime, qu'ils s'aimaient, que Hervé voulait quitter sa femme et qu'il aimait Bernadette. Pascal, elle est mortifiée, elle est mortellement blessée. Et c'est là où elle réalise en fait que son mari était amoureux de Bernadette et que ce n'était pas comme elle l'a pensé ou comme Hervé le lui a fait comprendre, que ce n'était pas une simple passade. Non, non, non. Lui, en tout cas, il était très amoureux de Bernadette. Donc, elle a demandé des explications à son mari qui lui a répondu. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi, que la police a réussi à reconstituer le puzzle de la conversation entre Bernadette et Pascal. Alors, Pascal, qu'est-ce qu'elle va faire elle va tout raconter à ses filles, dans le moindre détail. Du coup, Hervé se sent humilié et il va détester Bernadette après l'avoir aimée. Il la déteste. Mais comment elle a pu tout raconter à ma femme? C'est épouvantable. Surtout les parties de jambes en l'air, quoi. Enfin, je veux dire, waouh! Il est pétrifié. Cependant, Pascal, elle a beau être mortifiée, blessée, bafouée, elle va quand même infliger des châtiments assez spéciaux à son mari pour qu'il expie sa faute. Par exemple, elle va lui demander de s'épiler, de la tête aux pieds. Elle va lui demander également de faire des teintures à ses cheveux ou de se tondre. Et puis, on va brûler ses beaux vêtements. Enfin, voilà, elle se venge comme elle peut. Les filles, elles sont également impitoyables avec leur père. Elles adorent leur mère. Et elles trouvent ce qu'il a fait à leur mère, c'est épouvantable. Enfin bref, tout le monde lui fait payer très cher cette aventure. J'ai envie de dire, pauvre Hervé, il s'est retrouvé avec 3 harpies. Il n'avait plus le droit de parler à table, par exemple. Voilà, c'est comme ça que Pascal, elle va se venger. Mais Bernadette, elle a la dent dure. Elle va harceler Hervé. Ah là, j'avoue que je comprends pas très bien pourquoi. Elle réclame ce qu'elle leur a donné, elle l'appelle sans arrêt. Quand elle passe devant chez eux, elle klaxonne tout le temps en voiture. Elle l'appelle tout le temps. Alors des fois il répond, des fois il répond pas. Mais ça, j'ai pas très bien saisi pourquoi. Est-ce qu'elle a été mortifiée, elle aussi, d'avoir été quittée par Hervé? Un homme de condition sociale inférieure, son jardinier. Voilà, j'avoue que je ne comprends pas très bien l'attitude de Bernadette. Parce que franchement, Bernadette, elle pouvait avoir qui elle voulait, quoi. Donc pourquoi elle a harcelé cette famille? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, Hervé, il n'en peut plus de ce harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois absolument... je dois faire quelque chose, je dois sauver ma famille. Et puis, il faut que la haine de ma femme et de mes filles envers moi s'arrête. Je dois faire quelque chose. La seule chose à laquelle il a pensé, c'est la faire disparaître. Voilà, c'est le seul moyen. Alors, le 12 juillet 2014, il y a beaucoup de SMS qui sont envoyés entre les deux époux. Et ce sont des SMS très explicites. Ah oui, ça c'est ce que la police va découvrir. Ils sont là, ils se montent tous les deux contre Bernadette. Ouais, voilà, allez, elle doit disparaître. Ça peut plus durer, elle est horrible. Il faut que je reprenne ma vie en main. Et il y a un SMS qui va attirer plus particulièrement l'attention de la police. Alors, je cite le SMS. Entre guillemets, Hervé va dire à sa femme « Ce soir, le clair de lune sera le plus beau du monde.
et il aura un goût exquis. Fermez les guillemets. Voilà, ça c'était le 27 juillet à 14h08, la veille de la mort de Bernadette. Or, la police va faire une investigation. Pourquoi il parle de lune? Ah ben, il n'y a pas de lune cette nuit-là. Oui, justement, il n'y a pas de lune. La nuit est complètement noire. Donc pourquoi dire que le clair de lune sera le plus beau du monde? C'est un message codé. On devine aisément lequel. Puis il y a un autre SMS un peu glauque qu'ils vont découvrir. Je cite, barbecue spécial fin. Ça c'est bizarre comme SMS. La veille d'un meurtre où il y a eu le feu. Alors, Roxane, elle a parlé de décapitation. Rappelez-vous, elle l'a dit aux gendarmes. À la gendarmerie, ils la soupçonnent depuis le premier jour. Ils n'ont rien dit, bien sûr. C'est leur façon de faire, c'est leur façon d'agir. Ils lâchent du lest, hop, pour mieux piéger. Et une fois, Maria, la colocataire, elle a entendu une des filles de Hervé et de Pascal menacer Bernadette par téléphone. Bernadette avait laissé le haut-parleur et elle a entendu « Laisse mon père tranquille, sinon je te ferai la peau ». Roxane, elle est aussi dans le collimateur. En fait, ils sont tous dans le collimateur, mais ils ne savent pas vraiment lequel. On apprend également que les voitures de Bernadette, elles ont été vandalisées un mois avant la mort de Bernadette. Et Roxane, elle a déclenché sur son téléphone les relais le jour de l'incendie. Bon, encore une coïncidence, me direz-vous. Et il n'y a toujours pas de preuves. Alors, je vous parle souvent de Roxane, mais qui est Roxane? C'est la fille aînée de Pascal et d'Hervé. Elle a 21 ans, elle a un enfant et elle travaille dans un restaurant comme serveuse. C'est une grande gueule, Roxane. Hein. Elle parle tout le temps, elle pérore, elle a toujours raison, elle a tout vu, elle sait tout. Et elle déteste plus que tout au monde Bernadette. Après l'avoir aimée, parce que je vous ai raconté que Bernadette était très gentille au début avec Roxane. Donc, mais là maintenant c'est fini, elle la déteste. Et elle le dit à tout le monde. Elle veut lui pourrir la vie. Roxane, c'est un vrai garçon manqué. Son père, c'est tout pour elle. Elle le voit comme un héros. Mais maintenant, elle vit la trahison de son père, mais comme si c'était une infidélité qu'elle vivait pour elle. Elle confond sa mère et elle, enfin, elle prend cette infidélité pour elle-même. Et puis Roxane, elle ment tout le temps aussi. Elle veut être le centre de la discussion. Elle se mêle de tout. Elle s'implique trop dans cette histoire. Ah oui, elle s'implique trop dans cette histoire d'infidélité. En fait, en quoi ça la concerne? C'est ses parents, ils sont largement adultes pour régler même le problème. En fait, ça ne la regarde pas du tout. Voilà. Elle a pris fait et cause pour sa mère et maintenant, elle veut en découdre avec Bernadette. Alors, au début de l'enquête, je vous avais parlé d'un bouchon. Je vous avais dit de faire attention à ce détail. Eh bien, on va découvrir qu'un ADN, non, pas un ADN, pardon, qu'il y a 2 ADN sur ce bouchon. Celui d'Hervé et celui de Pascal. Eh oui, Pascal, elle est donc impliquée. Je vous ai également parlé d'un arrosoir. Or, sur la poignée de cet arrosoir, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'ADN de Roxane. Ah, voilà les preuves. L'ADN a parlé. Ils sont impliqués jusqu'au cou. Et cette fois, ils sont placés en garde à vue. Donc, le 20 janvier 2015, la garde à vue débute. Hervé, il nie toute implication. Lui, il consiste à dire « J'ai dormi et personne de la famille n'est sorti ». Quand on va lui demander « Que signifie le SMS à propos du clair de lune ?» il va dire « C'est pas un message codé. Moi, j'aime bien le clair de lune. Je sors souvent avec ma femme au clair de lune. » Et puis il va continuer à faire l'andouille. Il va dire qu'il comprend pas pourquoi il a écrit ce message. Voilà. Bon, il élude le SMS du clair de lune. Quand la police va lui parler des SMS avec sa femme et des mots durs qu'il a eus envers Bernadette, il va pas nier, oui, puisqu'il les a écrits. Mais il va dire, ça prouve rien, je l'ai pas tué. Bon, on passe à Roxane. Elle aussi, elle nie. Elle est très désinvolte, Roxane. Elle a réponse à tout. Elle se fiche un petit peu de la gueule des gendarmes, on va dire.
Audrey, la fille cadette, les selfies dans la chambre? Ah, elle va avouer, oui. Le 28 juillet, je suis rentrée à 1h du matin et je me suis réveillée en pleine nuit. Mes parents et ma sœur étaient habillés en noir. Elle comprend ce qui va se passer et c'est son père qui va lui demander de faire des selfies pour qu'elle ait un alibi. Voilà. Il a pensé à tout, le père. Alors ceci dit, il a pensé à faire un alibi à sa fille cadette, mais il va emmener Roxane sur une scène de crime. Voilà, sans rien prévoir pour elle. Audrey, elle va dire que quand ils reviennent, Roxane, elle est en pleurs. Et Hervé va répéter en boucle que ça s'est très mal passé. Ils vont se doucher tous les deux et ils vont se débarrasser d'un couteau et des vêtements qu'ils portaient. Elle va même dessiner le couteau à la police. La famille, toujours d'après les dires d'Audrey, va tenir un conciliabule et ils vont lui raconter ce qui s'est passé. Ils vont dire qu'ils ont mis le feu pour faire sortir Bernadette, un petit peu comme la police avait pensé, que c'était une sorte de piège. Il fallait faire sortir Bernadette de sa chambre. Elle va tomber sur Hervé, qui va l'égorger. Audrey raconte que Roxane a poignardé dans l'abdomen Bernadette. Et cette famille, eh bien, ils vont faire un pacte de silence. Voilà, ils vont rien dire, ils vont se tenir les coudes, ils vont se souder. Après les aveux d'Audrey, Hervé va minimiser. Et il va dire que, en fait, oui, bon, je suis allé chez Bernadette, mais j'ai vu une ombre. J'ai eu peur et je l'ai poignardée. Je ne savais pas qui c'était. J'ai poignardé sans savoir. Je ne savais pas que c'était elle. Et il dit que Roxane, en tout cas, elle n'a rien fait. Oh, c'est compliqué cette histoire. Roxane, elle passe aux aveux, bien sûr, suite à tous les aveux qui ont été dits un par un. Alors elle dit qu'elle a accompagné son père, mais qu'elle ne savait pas qu'il avait un couteau. Et son père lui a demandé d'allumer un petit feu, alors que lui allait allumer un autre feu. Et puis tout d'un coup, elle a entendu du bruit, et elle a vu arriver Bernadette, et elle a malheureusement vu son père qui l'a attrapée par derrière et qui lui a tranché la gorge. Il l'a presque décapitée. Là, elle est tétanisée, elle est en état de choc, et elle voit son père qui inflige un dernier coup de couteau à Bernadette. Elle dit qu'elle a beaucoup pleuré, qu'elle a vomi, qu'elle se sentait très mal pendant tout le trajet. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle raconte à nouveau cette nuit de l'horreur, elle va avoir une crise de panique, ses nerfs vont lâcher, elle va pleurer, elle va hurler, elle va, voilà, au commissariat, quoi. Non, enfin, à la gendarmerie, je veux dire. Voilà. Et la mère, vous me direz dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient, Pascal? Alors la mère, elle est trompée, elle est humiliée, elle est bafouée. Mais elle ne parle pas. Elle se souvient de rien. Ça c'est curieux, ça. Je veux dire, elle joue l'amnésique. Voilà. C'est les médicaments, je me rappelle plus. Là, la police, elle a tous les éléments en main. Bon, là, la police, ils ont tous les éléments en main. Hervé et Roxane vont être inculpés d'assassinat. Quant à Pascal, elle va être accusée de complicité d'assassinat. Le procès va s'ouvrir, mais avant l'ouverture du procès, le juge va tenter de mieux comprendre cette famille. Ce clan, cette tribu, c'est une meute, comme dira une amie de Roxane. Ils sont liés, ils sont soudés comme les 5 doigts de la main. C'est une famille tellement unie, mais il y a énormément de rapports de force entre eux. Ils se sont tous impliqués dans cette affaire. Alors, bon, on va apprendre que Hervé, il n'a pas connu son père, qu'il avait une mère peu affectueuse, qu'il a grandi sans amour, sans tendresse, blabla, quoi. Toujours le même topo. Pascal, elle aussi, elle a des troubles de repères familiaux. Je crois qu'ils sont 6 enfants, de 3 pères différents. Elle a une mère très bizarre, pas tellement aimante non plus. En fait, Pascal, le juge, il constate qu'elle est faible d'apparence. Je vous l'ai dit, elle est chétive, maigrichonne. Mais que psychologiquement, elle est extrêmement forte. C'est le pilier de la famille. Eh oui. Alors elle est dans le déni. Elle décrit son couple
comme parfait, harmonieux. Voilà, c'est un couple qui doit fonctionner coûte que coûte. Hervé, lui, c'est un suiveur. Il est sans arrêt sous pression. Lui, il veut que tout aille bien. Voilà. Il vit dans un monde de bisounours. Bon, il oublie tout simplement qu'il est bouffé par sa vie de famille. Il s'oublie lui-même. Alors, en rencontrant Bernadette, mais il a une bouffée d'oxygène. Voilà, il ressent la vie. Et puis sexuellement, avec Bernadette, mais c'est l'extase. Il va découvrir des choses qu'à 40 ans passés, il n'a jamais découvert, des choses inconnues pour lui. C'est incroyable. Il rencontre un autre monde. Des ailes vont lui pousser dans le dos. Mais voilà, il ne va pas savoir faire face à tout ça. Eh oui. Quant à Roxane, alors Roxane, c'est un vrai chien de garde. Hein. Elle fouille partout, elle fouine, elle surveille son père, elle veut des réponses pour sa mère. Pour elle, elle est investie d'une mission de sauvetage. Hein. Elle veut réparer le couple de ses parents. Voilà. En fait, on peut dire que les rôles sont inversés. C'est la mère de Pascal. Les psychiatres diront qu'elle n'a pas géré son complexe d'Oedipe. Voilà, c'est clair, hein, ça paraît évident. Bon, ceci dit, on n'est pas plus avancé que lorsque Bernadette est morte, parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi finalement. Le juge comprend un peu mieux cette famille. Et il va interroger Roxane en premier. Parce que Roxane, je vous ai dit, c'est une grande gueule. Donc elle a parlé à un ami. Et elle a dit qu'elle avait fini Bernadette au couteau, un coup dans le flanc. Paf! Voilà. Elle dit qu'elle voulait faire peur à Bernadette. En tout cas, c'est ce que l'ami de Roxane va dire au juge. Vous me suivez? Elle en veut à son père. Et elle défend sa mère. Mais curieusement, lors des interrogatoires, Pascal, elle va pas du tout défendre Roxane. Elle la défend pas, elle vient pas au secours de Roxane. Elle dit juste, Pascal, oui, je détestais Bernadette, mais bon, voilà, sans plus. Elle va rester vague et elle dit qu'elle prenait des cachets, donc elle se rappelle plus rien. Oh bah ça, c'est pratique, hein, comme ça. Donc quand le juge va réinterroger Hervé, il va pleurer quand il va raconter la nuit du crime. Eh ben oui, il va pleurer, il explique enfin, comme tout le monde parle, il parle aussi, hein. Donc, il prend un couteau, il emmène Roxane chez Bernadette, il ne se rappelle plus du nombre de couteaux qu'il lui a donné, il va jeter le couteau, le conseil de famille, pacte de silence. Voilà. Mais lui, il défend sa fille, il va protéger, il dit que c'est lui qui l'a frappée et que Roxane, elle n'a rien fait. Ah, c'est compliqué cette histoire. Hein. Le 19 mars 2018 s'ouvre enfin le procès de cette famille pas comme les autres. Alors Pascal, elle comparait libre, hein, parce que, je vous ai expliqué, elle est juste complice d'assassinat. Par contre, Roxane et Hervé, eux, sont accusés d'assassinat. Alors là, le clan Robineau, il a volé en éclats. Pascal, elle se la joue perso et elle ne soutient personne. Voilà. Elle est très malade, elle a des graves problèmes de dos, elle a demandé le divorce et on a l'impression, c'est pas moi qui le dis, hein, mais bon, c'est les articles, les différents articles que j'ai pu lire pour faire ce podcast, hein, on a l'impression qu'elle fait tout pour paraître une victime. Elle a même porté plainte pour viol, elle a dit que Hervé avait violé ses filles. Voilà. Elle charge son mari, ou plutôt son ex-mari, parce qu'elle a demandé le divorce. Alors là, Hervé, lui, il est carrément outré. Maintenant, il charge Pascal, et il dit que c'est elle le cerveau, c'est elle le bras armé, c'est elle qui les a poussés à tuer Bernadette, qui a été verte de jalousie. Et oui, en fait, le crime, il était prémédité, elle a tout préparé. Et elle l'a obligé à prendre Roxane pour pas qu'il se dégonfle. Voilà. Et allez, on continue le cirque. Roxane, aussi, elle charge sa mère. C'est fini, elle la défend plus maintenant, sa maman chérie. Non, c'est elle qui nous a poussés à aller tuer Bernadette. Pascal, devant
C'est sa fille et son ex-mari qui l'accablent, elle est dos au mur. Le piège, il se referme. On apprend que c'est devenu la tête pensante de ce projet. Mais oui, mais bon, comme d'habitude, elle dit qu'elle ne se souvient de rien. Elle joue les andouilles en fait. Alors elle répond pas aux questions, ou elle répond à côté, elle bafouille. Bref, elle se victimise, comme on dit. Elle veut qu'on la plaigne. Dans le tribunal, alors il y a quelqu'un qui a remarqué que dans le tribunal, elle joue les mourantes, elle est toute voûtée, elle est toute courbée, elle parle mal, mais que lorsqu'il y a des pauses dans le procès, forcément, lorsqu'on va fumer sa cigarette dans la salle des pas perdus, ah ben là, elle retrouve toute sa superbe. Elle se remet droite comme un nid, elle rigole, elle fume, voilà. Et ça, bien sûr, tout le monde le voit, et les jurés en premier. Bon, ça, c'est pas bien malin de la part de Pascal. Alors, le témoignage qui est très attendu, c'est celui de la fille cadette qui, au moment des faits, avait 18 ans et qui maintenant en a 22. Alors, son témoignage, il est très attendu parce que elle va dire exactement ce qui s'est passé et elle va expliquer que sa sœur n'a rien fait. Elle va défendre sa sœur. Alors, si elle défend sa sœur, par contre, elle accuse son père. Vous me suivez? Elle dit que sa mère n'a rien fait et que c'est son père qui a manipulé Roxane. Bref, tout le monde s'accuse. Voilà, c'est très compliqué à comprendre. En résumé, Hervé et Roxane accusent leur mère alors que Audrey accuse son père. Voilà. Donc, qui a manipulé qui? On ne le saura jamais vraiment. Toujours est-il que, malgré le témoignage d'Audrey en faveur de sa mère et qui, elle, accuse son père, les jurys et l'avocat général ne vont pas s'y laisser prendre. En effet, l'attitude fuyante de Pascal déplaît fortement. Cette façon de se victimiser, on a l'impression qu'elle les prend pour des andouilles, ne va pas plaire du tout à la cour. Lors du verdict, on va apprendre que Pascal est condamné à 10 ans, Hervé à 20 ans et Roxane à 7 ans. Comme Roxane a déjà fait 4 ans de détention, il lui restera normalement 3 ans. Pascal, elle va pas s'arrêter là. Pascal, elle va faire appel, malheureusement, pour sa fille. Alors, le 21 octobre 2019, soit environ 1 an après le premier procès, eh bien Pascal va passer de 10 à 16 ans. Hervé, ça ne va pas bouger, il aura à nouveau 20 ans. Et Roxane, sa condamnation va passer de 7 ans à 14 ans. Voilà, c'est l'histoire de 3 condamnations d'une famille brisée à tout jamais et surtout une victime, Bernadette, qui n'a jamais eu la chance de pouvoir se défendre. L'affaire Bernadette révèle une tragédie familiale où des relations complexes et des tensions non résolues ont conduit à un meurtre d'une brutalité effroyable. Une histoire où l'amour, la jalousie et la trahison se sont entremêlés, aboutissant à une fin bien tragique. Malgré tout, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne 1001 crimes. Merci, au revoir.